Bonjour, bienvenue dans ce troisième live du Gaming Lab pour la saison 2023-2024. On est de retour dans les locaux du Gaming Lab et je suis avec l'équipe habituelle, donc Benoît, Bonjour. Nicolas. Nous avons Jérôme derrière qui nous rejoindra et on a en régie Arthur et Lucie qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc vous n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et moi-même, je remplace Damien qui est en congé et que l'on salue. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale Fête de la Science, puisqu'on est donc en plein Fête de la Science, et donc on avait envie d'en parler, puisque évidemment le jeu est une des pratiques privilégiées pour faire de la médiation scientifique. Donc on avait envie de notamment mettre en valeur des jeux qui permettent de diffuser la culture scientifique. On vous propose donc une émission en 3 temps. On va revenir dans un premier temps sur les actualités du Gaming Lab. On va faire un entretien avec Nicolas Abonneau, qui est donc notre concepteur de jeux, qui va nous expliquer un petit peu son métier. Et enfin, on va parler plus précisément de jeux liés à la microbiologie, notamment avec Jérôme, qui revient du colloque de la Société française de microbiologie. Petit point important avant de commencer, puisqu'on s'intéresse à la gamification, on a décidé de gamifier notre propre émission. Donc, j'ai avec moi des petits papiers sur lesquels sont inscrits des mots. Chaque intervenant va en tirer un et va devoir placer un mot au cours de l'émission de façon pertinente. Et évidemment, ce mot est secret pour vous comme pour nous. Donc, si dans le public, vous pensez avoir deviné un de ces mots, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Donc, je vous laisse Il n'y a rien à piocher. gagner. À part notre estime. Pas rigoler. Voilà, Allez. donc vous prenez connaissance de votre mot et vous essayerez de le classer. Nicolas a un petit peu triché, mais on ne dira pas trop. Donc on va commencer avec une petite revue des dernières actualités du Gaming Lab, notamment cette info sur notre bootcamp, donc notre session de formation à la ludopédagogie. Le bootcamp qui aura lieu du 6 au 10 novembre est complet. On va avoir des collègues du Havre, de Grenoble, de Belgique, de Caen. On s'en réjouit. Peut-être un petit mot voilà, sur ce que c'est que ce bootcamp et ce qu'on y fait. Plein de choses. Un bootcamp, enfin, c'est une semaine de formation intensive à la ludopédagogie. Donc, c'est vraiment 5 jours où je crois que c'est du lundi midi au vendredi midi. On fait des jeux, on fait des activités autour du jeu. Il y a de la théorie. Et puis, il y a une histoire qui se déroule sur la semaine, gamifiée, etc. Eh beh, c'est du 9 heures à souvent 23 heures. Donc, ce sont des très intensifs. Et on va toucher à tout type de jeu. On va faire Mmh. des jeux de plateau, on va parler des jeux vidéo, on va parler des jeux de rôle. C'est très intense. Ça s'adresse à quel type de public? Alors, c'est des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, voilà, le but, c'est qu'après, ils aient ce qu'il faut pour mettre en place des jeux dans leur pratique pédagogique. Voilà. Très bien. Et donc on sera 24, donc ça devrait être une belle session Oui. en novembre. Dans nos actualités récentes, on a fait notre première game session en open edition, donc ouverte aux étudiants et au personnel de l'université le 28 septembre dernier. Ça s'est bien passé? Vous voulez Ça s'est nous super bien faire un passé. petit retour? On a eu du monde. On a pu faire 4 tables en simultané, il me semble. Mmh. Mmh. Et oui, c'était très agréable de voir, ouais, de voir des étudiants, de voir des gens avec qui on n'a encore jamais joué. Qui avait des profils assez divers, hein. Mm. Il y avait des gens qui étaient très gamers, il y avait Ouais, des étudiants, des collègues ingénieurs pédagogiques. On a ouais. fait des gros jeux et des petits jeux. On a fait Splendor, on a fait Evergreen, Everdell. Il y a eu Compatibility, Ouais. on a fait une rapide partie de Cluster euh, Ouais, non, il y avait et pas mal de trucs. Himalaya. Il y avait Himalaya aussi. Oui. Voilà, donc il y en a un peu pour tous les goûts et en même temps, on essaye de trouver des jeux qui se prêtent bien après à une Mm. application pédagogique. Et d'ailleurs, la prochaine session est le 19 octobre, donc c'est tout à fait Prochaine. possible de s'inscrire en nous écrivant à gaminglab@unican.fr. Et les jeux sont mentionnés. Et les jeux, tout à fait, sont mentionnés sur le site web du CEMU. Alors, dans les jeux qu'on a testés récemment, on avait envie de mettre en valeur 2 jeux qui, justement, ont vraiment pour thème la culture scientifique ou industrielle, qui sont Barrage,
donc un jeu de Simone Luciani et Tommaso Battista. Et puis Brass Birmingham, jeu de Gavin Brown, Martin Wallace et Malte Tolman. Alors, on peut peut-être commencer par Barrage. Hmm. Benoît, tu y as joué avec Nicolas et avec Arthur, je crois. Oui. Et puis c'était pas ma première partie de barrage, j'en ai fait quelques-unes. C'est un jeu qui se passe en 1922, on est après la Grande Guerre, et le monde se reconstruit grâce à l'énergie hydroélectrique. Et donc le but dans ce jeu, c'est de pouvoir créer le plus grand empire hydroélectrique et dominer cette production d'énergie grâce à nos barrages majestueux, plus majestueux les uns que les autres. Euh, le visuel est magnifique de ce jeu, et c'est un jeu de pose d'ouvrier où ça se passe en 5 tours. On a chacun, enfin, pléthore de possibilités de jeu, en fait, possibilités de placement d'ouvriers. C'est un jeu qui peut être assez punitif si on ne fait pas un bon démarrage. Il y a énormément d'interactions Les joueurs peuvent être casse-pieds, oui. entre les joueurs. Et du coup, par exemple, on peut placer un barrage à un endroit et quelqu'un peut placer un barrage juste au-dessus qui vient bloquer toute notre eau et nous voler notre énergie. Et ça fait Parce que pas le but plaisir du à jeu, tout le c'est de monde. faire de l'énergie. Le but du jeu, c'est de faire de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Moi, je l'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que parfois, on sait qu'on a perdu assez tôt dans la Et partie. est-ce qu'on peut prendre du plaisir à y jouer même si on sait qu'on a perdu? Moi, je trouve. Ouais. Mais peut-être que Nico a un autre avis. Non, mais après, c'est les goûts de chacun. Je suis pas très jeu où on peut se faire des cochonneries et s'envoyer des crottes de nez. Donc, je sais que ce jeu-là, il a une grosse communauté solo. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent solo à ce jeu-là parce qu'il a un automat qui est vraiment performant. À base, il y avait carrément un deck de cartes qui est dédié juste à l'automa. Il y avait, je crois qu'il y a un livre de règles que sur l'automa. Et il y a beaucoup de joueurs solo qui jouent à ce jeu-là parce que du coup, c'est moins embêtant quand c'est le jeu qui vous embête et pas un joueur qui est à côté de vous et que après vous fréquentez au travail tous les jours. Mais c'est un jeu qui a des mécaniques assez avancées et qui, je pense, demande quand même au moins 2 bonnes parties pour vraiment comprendre les logiques. Parce que même quand les joueurs vous embêtent, il y a quand même moyen de s'en sortir, de faire des trucs, etc. Donc c'est un jeu qui est très intéressant, mais qu'il faut prendre en main, je pense. Pour générer l'énergie dans le jeu, il faut capter de l'eau à un endroit, le faire passer donc, avec un barrage, le faire passer dans une turbine et l'emmener jusqu'à une usine pour générer de l'électricité. Et cette usine se trouve à proximité d'un autre barrage et on peut comme ça faire des combos et arriver à influencer en fait, le cours de l'eau et récupérer de l'eau à différents endroits pour faire le plus grand combo, on va dire. Parce qu'il faut faire attention où l'eau va après, parce que ça peut aller chez un concurrent. Et, ouais, Donc le thème du jeu en lui-même peut déjà être utilisé dans un contexte pédagogique. Est-ce que vous avez pensé à d'autres, à des applications particulières de ce jeu? Pas spécialement. Est-ce que si on est en école d'ingénieur, par exemple, on peut tirer profit de barrage? Ou peut-être, oui. C'est juste une logique en fait voilà, comment circule l'eau, comment utiliser l'eau pour faire de l'énergie. Après, ça va pas aller en détail, mais ça, c'est le travail de l'enseignant qui va faire l'activité, qui va rajouter tout ça par-dessus. Mais oui, pourquoi pas, oui. Très Mais bien. par contre, c'est un jeu voilà, c'est un jeu qui va être dur à mettre en place pour des sessions de jeu, je pense. Parce que c'est un jeu qui est assez long, on l'a peut-être pas dit, mais quand on est plusieurs, c'est bien 3-4 heures de partie quand même. Et les règles sont assez ardues au départ. Mais oui, c'est. Donc public de joueurs assez expérimentés, mais par contre, ça peut être une initiation à la création d'énergie. Très bien. Surtout que c'est un univers, c'est pas réaliste, c'est un univers alternatif parce qu'il y a
C'est un peu steampunk. On le voit dans Ouais, il y a on des peut remontrer personnages la qui ont des boîte bras qui est robots, vraiment très etc. belle. Mais ouais, sur le cycle de l'eau dans les turbines, tout ça, je pense qu'il y a moyen de s'amuser, ouais, de faire des trucs là-dessus. Ouais. Parfait. Et donc, le deuxième jeu qu'on a testé, c'était Brass Birmingham. Donc, Notre boîte a souffert pour le trajet la de. boîte a un petit peu souffert. Nicolas, on y a joué ensemble Ouais. récemment. On a mis un petit peu de temps à prendre en main le jeu. Oui. C'était Arthur qui expliquait les règles. Alors, du coup, je rigole. Mais oui, on y a joué il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine, je crois. On a joué à 4. Je crois qu'on Ouais, était 4, donc on était tout au à fait. maximum de joueurs, je me semble bien. Oui. Et c'était très bien. On a eu tous un moment de, enfin, parce que c'est notre première partie à tous, je crois. Et Oui. on a eu vraiment un moment où, à un moment donné, on a compris les règles, quoi. Avant, on dit, mais comment on fait pour gagner des points, etc. Et voilà, quand on a compris, après, ça s'est roulé tout seul, quoi. Parce que donc, le but du jeu, Et c'est d'avoir le plus de points de c'est ça. victoire. C'est un jeu sur l'industrie. Alors, c'est très historique, je pense, sur Ouais. le thème. C'est plutôt bien foutu. Et alors je vais dire des bêtises, mais c'est l'essor dans l'Angleterre de Birmingham, Ouais, l'essor industriel. c'est ça, Voilà. révolution industrielle. Et on manipule les ressources. Et puis, on est en compétition, mais on est moins à se tirer dans les pattes quand même, mais on un peu quand même. Oui, il y a cette mécanique de coopération-compétition, parce que on gère tous notre empire industriel, Mm. mais on peut utiliser les réseaux Les ressources des autres et tout, ouais. Mais si on le fait, ça des leur autres. donne des points de victoire, etc. Donc, Exactement. le jeu est extrêmement beau. Enfin, il est vraiment. Et je rajoute un truc. Sur le site Board Game Geek, là, le site américain des jeux, c'est un peu la bible des jeux, quoi. Il est premier. C'est le meilleur jeu en ce moment, de notation des joueurs. Donc c'est le jeu, le meilleur jeu du monde en ce moment, quoi. Donc, si vous n'avez pas encore testé Brass, c'est le moment. Et on comprend vite pourquoi c'est le meilleur jeu. C'est quand même c'est vraiment très intéressant, quoi. Parce que donc ça se joue en deux temps. Il y a l'âge des canaux, donc on doit créer des Ouais, réseaux de pour canaux acheminer les ressources, ouais. pour acheminer nos ressources, créer nos industries. Mhm. Et puis ensuite, il y a l'âge des liaisons ferroviaires. Et nous, on n'est pas Ouais. encore arrivé Non. à cet Parce que âge. dans le livre de règles, c'est très bien, il conseille pour une première partie de faire que l'âge des canaux. Mm. Parce qu'on fait plein de bêtises en fait. Et du coup, après, ils disent voilà, si vous avez fait ça, après, vous refaites une vraie partie et vous Oui, faites tout. Et effectivement, là, parce ouais. qu'en fait, on a fait plein de bêtises. Déjà, on a fait des erreurs de règles parce que on en fait tout le temps, mais c'est pas très grave. Mais voilà, en première partie, on fait pas mal d'erreurs de règles. Et du coup, faire l'âge des canaux, déjà, c'est assez long. Et puis, après, on a compris comment le jeu fonctionne. Et après, c'est bon, quoi. On peut enchaîner. Et alors, c'est un jeu qui se prête aussi bien à la vulgarisation historique et puis de Ouais. tout ce qu'est la culture industrielle, puisque Mm. notamment dans le livret, il y a des remarques historiques Ouais. qui nous permettent de comprendre un petit peu le contexte. Ouais, même sur les cartes, sur certaines cartes du jeu, des fois il y a des petites références, ils expliquent, ou dans le livre de règles, ouais, déjà il y a toute une partie, comme tu dis, où il y a des personnages qui sont Mm. historiques qui sont mis, et puis dans les règles, des fois, ils expliquent ce que c'était vraiment à l'époque, quoi. Donc des fois il y a des règles qui sortent un peu du contexte historique, mais du coup ils expliquent, voilà, en fait, on mettait plutôt. Donc c'est vraiment, enfin, c'est vraiment. Pour expliquer l'époque, etc. C'est du pain béni, quoi. Tout est fait. Oui, oui, complètement. Pour donner un exemple, on doit utiliser de la bière pour pouvoir produire certaines ressources, certaines industries. Et donc, le livret nous explique qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à de la bière qu'à de l'eau potable. Et c'est vrai que quand on a cette information-là, ça change aussi l'expérience de jeu. Ça donne un peu du sens à ce qu'on manipule. Nicolas, Benoît, pardon, ça t'a donné envie Mais complètement, vraiment. Et je trouve que justement de faire les parallèles avec historique, c'est un peu assez sur le gâteau et c'est top, ça fait un jeu complet quoi. Et je pense que ce serait possible d'avoir aussi un contexte un peu historique avec Barrage, mais Ouais. effectivement il y a le côté steampunk un peu qui arrive là-dedans, mais ouais, Alors que vraiment ouais, ça donne envie de Brass, c'est très découvrir réaliste, Brass. pour le coup. Ouais. Et en plus c'est très
visuellement, tu disais Ah ouais, très beau. ouais, Mm, mm. il y en a un autre, il y en a deux, il y a aussi Brass Lancashire, je crois. Ouais, Ouais, tout à Ouais. fait. mais je Et connais pas. celui-ci, c'est la version de 2019. Hmm. Donc voilà, ça c'était pour deux des jeux qu'on a fait récemment. On va revenir plus tard dans l'émission sur d'autres jeux. On voulait prendre un temps, Benoît, avec toi pour nous parler de la nouvelle fiche d'évaluation d'analyse de jeu que tu as créée. Ouais. Donc, on a depuis un an des fiches d'analyse à chaque fois qu'on joue à un jeu. Derrière, on essaye de l'analyser pour analyser les mécaniques, d'analyser un petit peu quelles peuvent être les compétences qu'on peut ressortir de jeu et comment différentes choses. On a fait 2 versions déjà de cette fiche-là et là, du coup, on est sur la 3e version qui maintenant n'est plus une fiche, mais plutôt un livret. On est sur 4 pages. On est passé la première fiche, c'était juste un 5 recto. L'idée là-dedans, c'était de pouvoir surtout structurer les mécaniques de jeu. Donc on a repris en fait un des posters qui se trouve derrière. Le comment joue-t-on De Loop. voilà, du projet Loop. Euh, donc ça permet de pouvoir un peu plus comprendre ces mécaniques de jeu, de comprendre à quel moment elles interviennent et voilà. Je me suis permis, là, j'ai fait ça hier soir, enfin non, pas le soir, l'après-midi. J'ai fait ça hier, c'est de faire un lien avec Bartle. On parle beaucoup de Bartle, donc savoir un petit peu, pouvoir voir si un jeu est plutôt à une dominante killer, socializer ou achiever ou explorer, et de voir un petit peu les pourcentages de tout ça. Et surtout, derrière, c'est aider un petit peu à écrire une compétence. Donc voilà, il y a tout un cadre qui a été fait avec voilà, un mécanisme pour rédiger une compétence, donc Mm. verbe d'action plus objet d'action plus contextualisation. On va voir, on va le tester. Il sera pas mal testé pendant le bootcamp, surtout à la fin du mois. Mais je pense que ouais, on tient quelque chose de Pour plutôt avoir, correct. pour avoir testé la version bêta, ça nous a vraiment aidé notamment à formuler des compétences, parce qu'avant on mettait des noms planification, Ouais. adaptation, et là de vraiment mettre verbe d'action, ça oblige à être beaucoup plus précis et c'est efficace. Et on a changé un peu de méthode, parce qu'avant, on faisait une fiche chacun, et maintenant, ça, c'est une fiche pour le Tout à groupe fait. qui a joué. Ouais. Ouais. Avant, on avait chacun notre fiche et on Puis- copiait sur les. Oui, c'était assez répétitif. En fait, le débrief collectif est ultra important Ouais, il est et mieux, ouais. très porteur, je trouve, effectivement, quoi. On a les idées de chacun, tout ça on n'est pas tout seul, effectivement, à chercher. Et donc, un des intérêts de ces fiches-là, après, c'est nous de pouvoir conseiller des enseignants qui cherchent telle mécanique de jeu, tel thème de jeu, Exactement. et aussi de les rentrer sur la base de données. Et on pourra même peut-être partir de tous les verbes d'action qui seront employés dans les compétences pour faire un filtre par verbe d'action. Donc, par exemple, si je veux un jeu pour analyser quelque chose, on pourrait peut-être avoir un filtre dessus. Enfin, à creuser sur l'utilisation de tout ça derrière. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment utile et je pense que ça va effectivement permettre de fluidifier un petit peu l'analyse de jeu. Et ben, alors merci. Petite question, est-ce qu'à ce stade de l'émission, vous avez réussi à placer votre mot? Non. Ouais. Benoît, t'as réussi? Ouais. Est-ce que Lucie et Arthur, est-ce qu'il y a des personnes qui ont soupçonné le mot de Benoît? J'étais pas porteur. Non. Moi, je l'ai pas reconnu pour l'instant. Ah là là, bah, bien joué, tu nous le diras, donc tu nous le révéleras. J'ai jamais réussi à le placer. Je me suis dit, tu peux nous le révéler. On va laisser un tout petit temps de réflexion et puis tu nous le révéleras juste avant de partir. On n'a pas de questions spécifiques dans le public pour l'instant, mais n'hésitez pas. Alors, on va prendre un temps avec toi, Nicolas. Nicolas Bonneau, tu es le game designer de l'Université de Caen. Je suis fier. Tu en es fier et tu as de quoi. Tu es aussi concepteur d'applications 3D. J'ai bien lu ton CV. Je suis développeur, en fait. Voilà. C'est gentil. Et donc, notamment de jeux sérieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? En quoi ça consiste? Ça veut dire quoi, créer un jeu? Alors, créer un jeu, ça dépend. Ça dépend
Parce qu'il y a, que ici, donc avec le Gaming Lab, on permet à des enseignants de créer des jeux. Et du coup, d'abord, il y a une phase où on va discuter avec la personne. Mmh. On va lui demander pourquoi elle fait un jeu, etc. Et à partir de ça, on va essayer de trouver déjà si c'est pertinent de faire un jeu. Parce que je suis très occupé. Des fois, il Bien n'y a sûr. pas besoin et on peut faire différemment. Et parfois, oui, c'est pas, les gens ont envie de faire un jeu, mais c'est pas d'un jeu dont ils ont besoin Voilà, aussi. ou des fois, ils ont même un jeu. Mmh. Et puis du coup, ça va être plutôt direct aussi au créa, etc. Enfin, ça dépend, quoi. Mais si décision est de faire un jeu, bah, du coup, voilà, après, il faut déterminer quel genre de jeu. Est-ce que ça va être plutôt un jeu de plateau? Est-ce que ça va être un jeu vidéo sérieux, donc pédagogique, ou alors est-ce que ça va être un jeu de rôle? Donc voilà. Donc d'abord, il y a ça. Donc souvent, je suis là avec mon Robin Damien, qui sidekick, team. Et on va d'abord débriefer avec l'enseignant ou enfin, les personnes qui veulent faire un jeu. Et puis, et s'il y a un jeu, du coup, bah, là c'est vraiment la conception. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire au Gaming Lab, généralement, c'est qu'on fait une game jam. Parce qu'on est des faux-fous de game jam. Alors, une game jam, c'est sur une journée à peu près, on se lance un défi où on est plusieurs tables et on va essayer de faire un jeu en une journée, en fait. Pas de jeu complet, mais avoir un cahier des charges, quoi. Voilà, imaginer des jeux, donc on se met des contraintes par rapport au sujet. Et puis, voilà, on fait ça pendant une journée entière. Et puis, c'est un départ, vous savez, comme dans Mario Kart, là, quand Mmh. on démarre super vite, là, voilà, Mmh. c'est un peu ça. Il faut Ça pas permet rater surtout. d'enclencher, on fait pas toujours ça, mais il y a des jeux qui n'ont pas eu ça, mais souvent on fait ça. Et puis après, après je travaille dans mon coin, je me cache dans mon bureau, et puis selon le jeu, bah voilà, Alors si c'est du développement informatique pur, je suis souvent tout seul à le faire, parce que c'est moi qui ai les compétences ici. Il y a le studio créa qui s'agrège à un moment donné, souvent quand on a le temps, quand ils ont le temps, pour faire le graphisme du jeu, et puis pour l'ergonomie, tout ça. Et puis autrement, bah, c'est un travail solitaire et après d'équipe pour tester le jeu. Souvent, on teste le jeu avec les collègues, genre gestion de conflit, on a fait déjà plein de sessions de jeu, Mmh. laboratoriat aussi, et voilà. Et pour que je parle de Game Jam, qu'est-ce que c'est exactement, dans Alors le oui, détail? par exemple, programmer un jeu comme pour, si on n'y connaît rien, comment tu fais? Pourquoi tu Ça demande beaucoup de talent. on n'en doute pas. Bah, le développement, nous ici, on travaille sur Unity. Donc, c'est un moteur de jeu qui permet, enfin, qui est très utilisé, qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement. Mais ça va mieux. Et voilà, qui est vraiment très accessible, très puissant. Permet après de compiler sur plusieurs plateformes. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on peut proposer le jeu en ligne, ou on peut le télécharger, etc. Et c'est de la programmation pure et dure, quoi. Donc moi, j'ai un profil développeur aussi, donc je développe Mmh. vraiment le jeu. Je fais aussi de la 3D, donc je fais l'environnement 3D, je m'amuse à faire des machins. Et voilà, après, ouais, Et autrement, si on fait un jeu vraiment de plateau, bah là, Voilà. c'est plutôt des bouts de papier, des pions, et puis on y va, quoi. On réfléchit à des mécaniques de jeu, on s'inspire aussi beaucoup de jeux qui existent déjà. Il y en a bien plein. Enfin, on Ça réinvente pas la roue généralement. ça te prend combien de temps en moyenne, de créer un jeu? Jeu de plateau, jeu vidéo? Alors un jeu sérieux vidéo, ça dépend. Parce que ici, on a développé une solution qui s'appelle Sagesse. Moi qui trouvais le nom. Très beau nom. SAJS, c'est solution adaptable pour jeux sérieux. En fait, parce que quand on a développé notre jeu Jasper, notre gros jeu, qui était même avant l'existence du Gaming Lab, c'était avant qu'on structure comme ça en Gaming Lab. Ça a pris du temps, ça a pris 2 ans. Pour OK. développer le jeu vraiment de A à Z, ça a pris beaucoup de temps. Mais du coup, on a développé une solution qui nous permet de gagner énormément de temps si on fait vraiment un jeu
à la Jasper, si je puis dire. C'est un jeu voilà, avec des activités, des scores, des machins. Donc là, ça peut prendre moins de temps. Ça dépend, prendre entre 6 mois et 1 an, grand maximum, je pense. Mais on gagne vachement de temps là-dessus. Sur le temps de développement, principalement, parce que ça raccourcit pas ce qu'il y a avant, la conception, on réfléchit à ce qu'on veut mettre dans le jeu, à tout le discours pédagogique qui prend vachement de temps à écrire les textes, etc., qui sont dans le jeu. Ça, c'est aussi toi ou c'est Ah, déjà en collaboration c'est avec... surtout les gens qui sont à l'initiative. Donc, si c'est un enseignant, bah, c'est Mm. lui l'expert. Donc, c'est lui qui va apporter l'expertise d'histoire, de science, je sais pas quoi. C'est lui le garant. Nous, on n'est pas experts là-dedans. Mhm. Mais généralement, ouais, c'est vraiment la personne. Quand on a fait Jasper, on avait une équipe fixe de 3 personnes, surtout 2, mais 3 personnes, des experts. Et ça pouvait monter à 5-6 personnes qui travaillaient, des experts du sujet, quoi. Donc, et c'était sur les risques infectieux virales, donc la grippe, la transmission de la grippe, etc. en EHPAD. Donc on avait des gens d'EHPAD, on avait un médecin coordonnateur d'EHPAD, on avait des spécialistes de la santé dans le soin, etc. Enfin, et si c'est un jeu de plateau, ça dépend. Ça dépend du. C'est plus simple, entre guillemets, parce qu'il y a pas l'aspect développement. Et du coup, si c'est un petit jeu, là, on est en train de travailler sur un jeu qui s'appelle. Enfin, oui, Totem Master, c'est un jeu de position, je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est un jeu de positionnement en anglais, voilà, pour savoir le niveau. C'est un jeu où on parle anglais, en fait. Il y a des petits défis, c'est rigolo. C'est un jeu qui a été développé assez rapidement, mais maintenant, il faut qu'on fasse le graphisme et qu'on le termine, et puis Qu'on le finisse. Ouais. voilà, faut qu'on le finisse, quoi. Mais le temps de développement a été assez rapide, surtout qu'on se basait sur un jeu que l'enseignante avait déjà fait elle-même, D'accord. mais qui était un jeu de loi, donc on pouvait pas, Parce on pouvait qu'il pas y le a un peu laisser une comme règle, ça. pas de jeu de loi. Voilà, bah oui, parce que pas de Monopoly, pas de jeu de loi, c'est un peu La on n'a rien règle contre ces d'or. jeux-là, mais C'est écrit à l'entrée du Gaming voilà. Lab. C'est vrai, on a des autocollants. Donc, du coup, c'est plus court. Mais il y a des jeux, Laboratoria, c'est un jeu qui prend beaucoup plus de temps, qui est encore en cours de. Enfin, on a fait une démo qui est terminée, qui est finie, mais on aimerait bien poursuivre le développement, aller plus loin, et ça prend du temps. Un jeu, ça prend du temps de toute façon. Et quand tu réponds à une demande d'enseignant, est-ce que souvent la personne te donne plutôt le thème ou il y a déjà des demandes de mécanique spécifiques? Non, généralement, ils ont plutôt une demande. Voilà, moi, j'ai un cours qui fait ça et j'aimerais remplacer ce cours par un jeu. D'accord. C'est souvent ça. Il faut vraiment penser le tout. Ouais. Parce que déjà, on va souvent voir s'il n'y a pas déjà des choses qui existent, parce que souvent, il y a déjà des choses qui existent. Qu'on peut reprendre, parce que la plupart des productions comme ça on peut les reprendre, enfin, c'est pas, généralement, ça pose pas de problème. Donc d'abord, on regarde s'il n'y a pas quelque chose pour gagner du temps. Mhm. Et puis après, voilà, il y a toute une logique. Parce qu'il y a un ingénieur pédagogique qui est souvent associé, parce que au CEMU, là, à l'Université de Caen, on a des ingénieurs pédagogiques qui font le lien entre le CEMU et les UFR, composantes, machin. Et du coup, c'est l'ingénieur pédagogique qui vient me voir, enfin, qui vient voir le Gaming Lab, et puis il fait l'intermédiaire, quoi. Donc, la demande est souvent claire. Et enfin, Tant mieux. généralement, elle est claire. Il y a toute une histoire de financement, tout à fait. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on gagne notre croûte, hein, donc justifie notre travail. Et voilà, et souvent, si je prends l'exemple du dernier jeu sur lequel on travaille en ce moment, qui s'appelle Sirène, c'est un jeu sérieux, du coup, sur les sécurités dans les laboratoires de chimie. Là, c'est pour les étudiants qui arrivent à l'université en licence et qui vont aller dans un laboratoire. C'est un jeu vraiment sur voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire dans un laboratoire, il faut faire attention. Là, c'est vraiment le but, c'est de remplacer un cours qui existe déjà, qui est fait tous les ans. Et le but, c'est vrai que les étudiants jouent au jeu avant, et après, ils aient un cours, mais plus condensé. Et voilà, donc là, les enseignants qui sont venus nous voir, ils m'ont dit, bah, nous, on a ça comme cours, et on veut le remplacer par un jeu. Voilà. Ok. Et pour des personnes que ça intéresserait, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton parcours pour devenir Oh là, j'ai un développeur de parcours jeux? un peu bizarre. Alors, j'ai fait un BTS enfin, je suis graphiste, moi, à la base, j'ai fait un BTS de communication visuelle.
à Laval. Après, j'ai fait une licence de 3D temps réel, donc j'ai appris à modéliser, etc. Et après ça, j'ai fait un master en réalité virtuelle. C'est un double d'ailleurs, parce que j'en ai fait deux en même temps. Et c'est après, du coup, après, je suis rentré là-dedans. Je travaillais en Suisse, à Genève, au TECFA, donc c'est un laboratoire sur les sciences de l'éducation. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui faisait un jeu sérieux qui s'appelle Nothing for Dinner. C'est un jeu, en fait, c'est le premier jeu sur lequel j'ai travaillé après l'école, qui était un jeu pour les adolescents qui vivent avec un parent qui a un traumatisme crânien et qui a des absences, des colères soudaines, etc. Et le but, c'était de permettre à ces adolescents de comprendre, en jouant au jeu, pourquoi leurs parents a des changements d'humeur et comment gérer, en fait, les changements d'humeur. Et c'était déjà sur Unity, donc c'était en 2011-12, ça date un peu. Et voilà, et après, du coup, j'ai fait d'autres jeux. J'ai fait un jeu sur les mathématiques là-bas encore. Et puis après, je suis freelance. Et puis j'ai fait des jeux en freelance. Et puis après, je suis venu là. Il y a 6 ans déjà. Voilà. Oui, Donc, j'ai un le temps parcours un peu passe. bizarre. Voilà, je suis game designer, mais j'ai pas fait d'école de game design parce que quand j'étais étudiant, ça n'existait pas vraiment. Mais au contraire, je Il y pense avait que c'est l'Engmin, je crois. Et puis il n'y a pas besoin, en fait, forcément. c'est ça, c'est bien de montrer aussi que tu peux créer un peu ton parcours. Ah oui, oui, mais moi j'ai plein d'exemples de gens qui font des jeux qui sont pas game designers. La dernière, dernier live, on parlait de Tout à fait. Alexandre Poyer, Alexandre pardon. Poyer, oui, Euh, qui était venu donc présenter Et son voilà, et lui, il n'a jeu. pas fait d'école de game design, puis il fait un jeu qui est cool. Donc voilà, mais il y a des écoles qui existent. Vous avez des enfants qui cherchent un parcours. C'est possible. Voilà. Et voilà, donc ça fait 11 ans que je fais des jeux. Et tu es heureux de faire Ça des va. jeux? Ouais, oui, ça va, ouais. Bon. Et alors, donc vous travaillez souvent ensemble, donc Benoît, mais plus globalement ton équipe. Ouais. Comment ça se passe la collaboration entre vous? Bah, en fait, quand Nico conçoit un jeu, c'est vrai que les mécaniques induisent souvent bah, du graphisme derrière. Et avec le passé de graphiste de Nicolas, enfin, tu vas vraiment jusqu'à l'élaboration d'un prototype. Tu vas assez loin en fait dans la conception des cartes et Je du papier, suggère, oui. quoi. Après, oui. Et nous, du coup, on intervient pour donner un univers visuel avec bah, l'illustration et tout ça. Donc, on s'appuie quand même beaucoup sur Nicolas pour savoir un petit peu dans quel univers tu vois vraiment les choses, dans quel univers tu as conçu ça. Et puis, c'est toi, mine de rien, qui a le plus travaillé avec les ingénieurs pédagogiques et avec les Commanditaire. enseignants Ouais. qui ont demandé le jeu. Et après, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'essais, beaucoup de tests. Il y a l'illustration, mais il y a aussi tous les éléments graphiques, comment les emplacements en fait, des points, des indications sur les cartes. Euh, on n'a on n'a pas encore fait beaucoup de plateaux. On a fait beaucoup de design de cartes, mais pas vraiment de design de plateaux Laboratoire, il y a actuellement. les plateaux joueurs quand même. Ouais, plateau joueur, c'est Mais vrai. des vrais, ouais, des plateaux, pas tant que ça, non. Bah non. Hmm. On est une voix. On le fait un petit peu sur gestion de conflit Avec la carte, ouais. avec la carte, mais c'est plus une carte globale. Il Mm. n'y a pas trop d'éléments en fait sur cette carte pour placer des choses. Enfin bon, voilà, Si, il y a les encore plein de troupes, choses à ouais, faire, non, quoi. mais oui. Et puis quand c'est jeu sérieux vidéo, là, c'est l'interface, quoi. Ouais, Le graphisme l'interfaçage. 3D, c'est moi qui le fais. Et, et oui, encore, enfin, tu vas très loin, encore une fois, sur l'interfaçage. Bah, c'est plus simple parce que vous pouvez pas intervenir sur Unity, vous, donc. Ouais. Et des fois, on te dit, ouais, les couleurs que tu as choisies sont pas top. Ah oui, c'est vrai. Pas bon. Non, mais voilà, il y a beaucoup d'échanges comme ça, effectivement, mais de la phase, c'est presque phase finale du jeu, quoi, en fait, au bout du compte. Et ça arrive que vous présentiez le jeu à la personne qui l'a demandé, l'enseignant, l'enseignante, et que vous deviez reprendre soit la partie graphisme, Non. soit les mécaniques. Non, c'est parfait. Non, mais on a. S'adapter un peu aux demandes. Bon, ils nous font confiance, voilà, et puis.
C'est pas des artistes, c'est pas des graphistes généralement, donc Et puis on échange quand même relativement souvent avec eux oui, pour oui. voir si on va dans la bonne piste ou pas. Et enfin, voilà, et pas aller trop loin pour après faire un rétropédalage et puis se retrouver effectivement à faire Et travailler plusieurs souvent, fois. vous proposez plusieurs, pas pour gestion de conflit, il y a eu Mm. plusieurs propositions, et puis voilà, Tout à après fait. on s'oriente vers. Oui, vers Mm. le choix final. Ouais. Ok. Merci à tous les deux. Alors, Benoît, on va bientôt faire la transition avec Jérôme, mais est-ce que tu veux bien révéler le mot que tu devais placer? Mais oui, moi À moins que, je me permets, est-ce que dans le public, on a eu une... Oui. Ah. j'aurais pu le redire encore. Tu aurais pu le replacer. Moi, je devais dire la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel moment tu l'as placé? C'était un Je peu l'ai ça. placé au moment où on parlait, juste après Brass, quand vous avez fini de parler de Brass et Du barrage? de l'univers, enfin, de fait que ce soit qu'il y ait un lien historique et qu'on puisse faire Ouais. des liens historiques. Et moi, je dis que la cerise sur le gâteau, ce serait d'avoir pareil sur Barrage. Bravo, donc tu es le premier joueur à avoir marqué un point. Félicitations. Est-ce qu'on a des questions dans le public pour Benoît ou pour Nicolas? Bon, on va te remercier, Benoît, Bah, d'accord. peut-être d'avoir été avec nous. Et voilà, Bonne continuation. merci. On va accueillir Jérôme, qui était donc en train de faire du dépunchage derrière. Le bazar. Si vous nous avez vu rire, Ah, c'est non, aussi pour je vais ça. laisser du bazar pour que tu puisses apprécier. Bonjour Jérôme. Bonjour Florine, bonjour Nicolas, bonjour la régie. Donc on t'accueille pour faire une petite revue d'expérience. Oui, d'ailleurs, j'avais pris d'autres pendant pour pas écouter du nom. Et voilà, et il n'a Et pas je- préparé. Donc on va faire une revue d'expérience avec Jérôme sur notamment donc tu étais dernièrement au colloque Oui. de la Société française de microbiologie. C'était la semaine dernière. C'est ça, c'était vendredi, enfin c'est un énorme colloque qui a lieu tous les ans et qui était cette année à Rennes. Donc c'était super parce que j'ai appris à dire microbe en breton, microbou. Voilà. Microbout. C'est mignon, un micro-bout. Et donc, c'est un gros événement qui était sur 3 jours. Et donc, il parle essentiellement de microbiologie, des microbes, des virus. Et aussi, il s'intéresse aux questions de pédagogie. Donc il y avait une matinée sur l'innovation Et il pédagogique. y avait une matinée sur l'innovation pédagogique. Et Mathilde Lesca, qui est, hospitalo-universitaire à l'université de Paris-Saclay, m'avait invité pour notamment venir parler de la façon dont on pouvait évaluer l'impact des jeux sérieux sur les connaissances. Mais c'est plutôt moi qui suis reparti avec plein de bonnes découvertes. C'était ça aussi que je voulais vous partager. Alors avant toute chose, Ah oui, oublié de te donner un petit papier, facile. j'espère. Donc oui, qu'est-ce que tu as découvert à ce colloque sur la microbiologie et l'innovation pédagogique? Alors, en fait, c'était assez intéressant parce qu'il y avait donc sur cette matinée des retours d'expérience et des retours d'expérience de jeux qui ont été développés par des microbiologistes, des vétérinaires, des personnels qui travaillent en hôpital, en CHU ou en université. Et donc, bah, j'ai 4 petites choses que je ramène quand on va dans un salon comme ça ou dans un colloque ou dans une convention. Je ramène toujours des choses, alors des fois c'est juste des goodies à partager en famille. Là, c'était vraiment des très belles initiatives et c'est intéressant de voir à quel point on a de plus en plus de qualité dans les productions de jeux qui sont faites dans les universités et à quel point aussi, c'est l'autre chose que j'ai trouvé remarquable, on structure de plus en plus et on documente de plus en plus le process d'intégration dans la situation pédagogique. Alors, par exemple, donc Anaïs Brosse a développé un jeu qui s'appelle Biochimix. Alors, moi, c'est pas du tout mon domaine de fait. Et elle a développé un jeu qui s'adresse à des étudiants qui découvrent la microbiologie. Et de ma connaissance, il y a 4 grandes catégories que je vais être d'ailleurs absolument incapable de retrouver, mais il doit y avoir les familles des lipides, des glucides, des trucs qui sont bons, des protéines, j'imagine. Oui, Et il doit y avoir un 4e truc, peut-être je sais pas ce que c'est. dites-nous dans le chat si vous Voilà, savez. n'hésitez pas à venir à mon secours. Et toujours est-il que c'est un jeu qui se base sur du mind mapping
Et c'est un jeu qui a été développé et qui fixe à ancrer cette mémorisation et de se dire, bah voilà, j'ai telle molécule qui arrive, à quel endroit je dois la placer. Donc dans une logique voilà, de mind map, de se dire ça s'associe à des familles supérieures et ça pourrait éventuellement aller à plusieurs endroits. Donc c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il a été très travaillé graphiquement. Il est sympa avec un peu d'humour. Je ne sais plus comment s'appelait, il y a une espèce de molécule qui s'appelle la western quelque chose. Et sur la carte, bah, ils lui ont mis Chapeau. un petit chapeau de shérif. Mais voilà, donc voilà, il y a eu un vrai soin sur le plateau. Donc ça a été vraiment très travaillé avec une illustratrice. Et en soi, ce qui est intéressant, c'est que Anaïs Brosse a aussi documenté l'impact que ça avait sur l'acquisition des connaissances, sur aussi bah, l'augmentation de la réussite de ces étudiants aux examens. Et donc, il y a des éléments qui d'ailleurs convergent avec ce qu'on nous on peut expérimenter ici, ce qu'on peut croiser avec les expérimentations qui sont faites un petit peu partout en France quand les gens prennent le soin de faire des groupes tests, de regarder un groupe A, un groupe B, et puis de faire ceux qui jouent et ceux qui jouent pas, ou d'une année sur l'autre. Et là, c'est pareil, on a des gains qui sont intéressants sur l'évaluation des connaissances, de l'ordre de 2 ou 3 points au-dessus, entre ceux qui n'ont pas bénéficié de l'activité avec le jeu, enfin de l'enseignement avec le jeu, et ceux qui ont fait juste l'enseignement. Voilà, donc ça crée un engagement, mais ça crée aussi quelque chose vraiment pour fixer la mémorisation de ces éléments qu'il faut un peu apprendre bêtement par cœur et qui est toujours une espèce de difficulté, en particulier pour des gens qui découvrent les aspects de microbiologie. Ah, je m'étais fait un petit point d'exclamation, c'est tout à l'heure, c'est pour corriger mon cher collègue Benoît, qui a dit, par rapport à la dominante du jeu, Killer, Socializer, Achiever, Explorer, par rapport à Bartle, c'est plutôt l'attitude du joueur dans le jeu. C'est pas le jeu en soi, il n'est pas killer ou autre, c'est quelle typologie de joueur s'y retrouvera. Mais c'est juste parce que je suis tatillon sur ces questions-là. On avait également un jeu qui a un énorme succès dans le milieu de la microbiologie qui s'appelle Bacteria Games, qui a été développé par Mathilde Lesca. Donc ça, c'est un gros succès parce que la quasi-totalité des CHU et des formations en microbiologie en université l'utilisent. Donc ça, c'est un jeu qui aide également à aller identifier, des molécules, des microbes. Donc c'est pareil, alors je suis très vite perdu parce que je ne connais aucun, mais ils se ressemblent et il faut les apprendre et c'est rébarbatif. Donc là, comment on fait pour que des étudiants en études de médecine, des externes ou des internes, bah, acceptent un petit peu de se mettre dans cette difficulté d'apprendre par cœur et comment on identifie une salmonelle, euh, quels sont les symptômes qu'on va pouvoir avoir. Et donc là, c'est un jeu qui est intéressant aussi parce qu'il fonctionne bien. Il a été développé avec un game designer, le game designer de l'université. Il y a d'autres universités qui ont des game designers. Bon, là, c'est l'université de Paris-Saclay. On peut s'imaginer qu'ils ont tout à Paris-Saclay. Ben, ils ont aussi je crois que ça s'appelle un game lab chez eux, un peu un fab lab orienté jeu, vraiment. Et là, ce jeu a été développé, je crois, pendant 5 ans. C'était intéressant, son retour d'expérience, c'était intéressant pour montrer à quel point bah, il faut accepter de faire des choses, de les mettre ensuite à la poubelle, de produire. Ils ont fait des milliers de cartes, puis ensuite se dire non, ça fonctionne pas, le jeu il est trop gros, faut en faire moins. Et donc ils ont équilibré. Et là, le jeu est traduit en plusieurs langues, il est très présent et des boîtes qui se vendent comme des petits pains. Et, non, et c'est un vrai jeu, c'est ça qui est intéressant. C'est sur des jeux On peut l'acheter, d'apprentissage. quoi. Pardon? On peut l'acheter On sur peut l'acheter, on sur peut un site. l'acheter, on peut l'acheter à la Société française de microbiologie Ah, ils qui le vendent assure directement. l'édition. Ouais. D'accord. Donc Ah ils oui. ont un catalogue. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et Mathilde Esca a fait vraiment un travail vraiment intéressant de ne pas se précipiter, de faire des tests réguliers. Et je pense qu'elle viendra prochainement au Gaming Lab, voilà, avec nos propres microbiologistes locaux, voilà, une étude de ce jeu-là. Enfin, une utilisation et voir un peu ce qui s'y passe, mais c'est intéressant. Et c'est pareil, c'est très documenté. Elle documente beaucoup aussi l'engagement des étudiants quand il y a une session. Donc, il y a des sessions qui sont organisées pour que les étudiants viennent utiliser le jeu
pour réviser. Et donc, c'est documenté par rapport voilà, à leur engagement, à leur sentiment de comprendre, de progresser. Donc, c'est pareil, ça crée de la donnée. Donc, deux petits autres jeux, parce qu'il faut que... Je suis dans deux, les deux- temps. deux petits, donc, un autre jeu qui est un peu plus... qui est peut-être moins abouti en termes de game design, parce que c'est un peu c'est un escape game qui a été réalisé sur Geniali. Donc, c'est quelque chose qui est moins abouti d'un point de vue... certainement d'un point de vue voilà, de mécanique, mais qui correspond à des situations qu'on a assez fréquemment. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Wedding Horror. Et c'est un jeu qui s'adresse plutôt à des vétérinaires, qui a été développé par Narjet Mtimet, mais qui n'était pas présente, c'est Michel Federighi qui l'a présenté. Et donc c'est un jeu qui s'intéresse au protocole à mettre en place. L'objectif pédagogique, la compétence, c'est savoir mettre en place un dispositif de suivi, de traçage, quand il y a une épidémie une infection qui se déclare quelque part. Donc, par exemple, et là, il part d'un vrai cas, il y a un mariage, et au cours du mariage, 8 heures plus tard, il y a 12 invités qui ont une diarrhée hémorragique, bon appétit, d'autres qui sont très malades, qui ont de la fièvre, et donc on imagine bien que c'est au mariage qu'il s'est passé quelque chose. Et il existe, dans les soins vétérinaires, un protocole qui doit être vraiment connu et maîtrisé des vétérinaires. Et en fait, en général, visiblement, dans les écoles de veto, c'est le truc qu'ils détestent le plus. Ce truc qui est très, très rébarbatif. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, il le tourne en mode enquête. Et donc, ils vont aller chercher tous les fils, se poser les questions dans le bon ordre, se dire, voilà, est-ce que ça vient d'un patient? Est-ce qu'il avait voyagé quelque part? Est-ce que ça vient de la filière viande? Et est-ce que ça vient de la combinaison de choses qui se retrouvent? Donc, il y a plein de familles de questions à faire dans un protocole. Ça me rappelle un petit peu le gestion de crise, quelque part. Mais en fait, il y a un protocole qui existe et on va trouver la source. Même Jasper aussi. Voilà, c'est une méthode scientifique, quelque part, te dire, voilà, il y a un protocole, bon, bah, si on suit bien le protocole, c'est dessus. Donc là, le jeu, il est intéressant à ce titre-là, et c'est pareil, et il suscite un engagement fort. Et de l'autre chose, mais j'en verrai plutôt à la lecture de l'article qui a été écrit dans le résumé du colloque de la Société française de microbiologie, c'est une présentation de Maud Salmona, qui elle a essayé de faire un suivi un peu longitudinal de l'impact des jeux dans l'apprentissage, pour l'apprentissage de la microbiologie. Donc elle a suivi, elle a utilisé 3 jeux et elle a regardé quel engagement et quel impact ces jeux pouvaient avoir concrètement dans l'amélioration des résultats et aussi l'amélioration du sentiment de contrôle de ses connaissances. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça nous met dans une perspective, comme je disais, où les jeux gagnent en qualité, j'ai l'impression. Voilà, il n'y avait pas justement une espèce de jeu de loi ou de Monopoly ou de Trivial Pursuit ou de trucs comme ça qui sont assez faibles d'un point de vue mécanique. C'est des jeux qui sont travaillés aussi sur le caractère de l'ergonomie, de l'esthétique et on documente aussi en parallèle. Donc ça, c'est presque... voilà. C'est la base de ce qu'on dit en formation, quoi. Ne vous précipitez pas pour choisir la première mécanique qui passe. Prenez le temps de le développer, de le tester, et puis aussi, prenez aussi le temps de documenter pour voir s'il y a un impact ou pas à ce que vous faites. Donc, c'était une excellente matinée à Rennes. Et comme toutes les matinées à Rennes, on va faire d'ennemis de chez nos micro-bouts. Non, mais c'est vrai que c'est génial de voir que même dans un congrès de microbiologie, on a cette ouverture au jeu. Et du coup, on a eu envie, nous, aussi d'en faire cette semaine. Donc, on s'est intéressé à d'autres jeux sur la microbiologie, qui sont donc 3 jeux de John Coveillou pour la maison d'édition Genius Game. Donc, c'est Cytosis, Virulence et Covalence. Donc, je vais ici. Voilà. Donc, Je peux le bras, c'est long. Ah bah. et on n'a pas le bras assez long, mais Nicolas a le bras long. Donc, voici Cytosis. Donc pareil, on avait envie de revenir un petit peu sur cela. La fête de la science. Parce que c'est la fête de la science. C'est une bonne fête. Et que pour le coup, c'est des jeux qui sont donc des jeux du commerce, mais qui sont... déjà, c'est une maison d'édition qui est réputée pour proposer des jeux à contenu scientifique et qui sont vraiment des expériences de jeu aussi. Donc nous, on a testé Cytosis.
Oui. Est-ce que tu veux nous dire un Ouais. petit peu ce que Alors, c'est? on avait déjà parlé, je pense que c'était des jeux qu'on avait découvert, un éditeur qu'on avait découvert à Essen l'an dernier. Et je crois qu'ils ont une gamme biologie, une gamme chimie et une gamme histoire. Et donc, on a effectivement joué à Cytosis, qui est un excellent jeu, j'ai envie de dire. Donc, on va parler des Tout à choses fait. qui, moi, m'ont plu sur le jeu. Donc, avec une mécanique qui est vraiment intéressante de placement d'ouvriers. C'est un jeu, comme tous les placements d'ouvriers, où quand on joue après un joueur ou où il y a des joueurs un peu tordus, ça peut bloquer votre stratégie. Mais c'est intéressant parce qu'on essaye de construire un peu sa cellule. Alors, je ne sais plus où est la fiche. Non, on l'a plus, la fiche du jeu. Elle ne doit pas être loin. Elle ne doit pas être très loin. Hop. Parce qu'on a une super fiche, comme l'a dit. Et c'est vrai qu'elle structure bien notre réflexion. Et donc, c'est intéressant parce que ça simule le développement d'une cellule. Donc, on fixe des éléments donc, on doit produire des choses, des enzymes, des hormones plutôt boostées sous stéroïdes. J'ai pas trop compris ce truc-là. Et en termes de jeu, en termes de gain de points, en termes voilà, de rejouabilité, je trouve que c'est un vrai très bon jeu qui, moi, m'a plu en tant que joueur. Mm. Après, peut-être que tu pourras partager ton opinion, je t'autoriserai. Après, je me souviens de rien, quoi, en fait. Et c'est peut-être ça la difficulté de ce jeu-là. Si on le fait jouer à des gens qui ont mon profil, qui ne suit pas dans cette scientifique dans ce domaine-là. Moi, j'ai vu des trucs jaunes, des trucs noirs, des trucs bleus, des trucs rouges. Les rouges se transformaient en noirs. Non, les noirs se transformaient en rouge, les jaunes se transformaient en vert. Il y avait des trucs ATP, de l'ARN messager. Voilà. Donc mais enfin, je pense pas avoir progressé par rapport à ça. Et ce qui fait que, de mon point de vue, c'est intéressant ce jeu-là à donner à un public de personnes qui ont déjà une base de connaissances sur ce qu'est la cellule, ce que ça peut être comme machin qui la constitue, qui la Pour renforcer, construit, quoi. et qui vient voilà, en approfondissement, en renforcement. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Et je crois qu'il y a un livret pédagogique dedans, non? Il y a Ouais, pas celui-là, il me semble qu'il y en a ouais, un. il y en a un qui présente les. Bah, il est plutôt bien fait. Il y a un cheminement. Voilà, on voit. Le plateau, ouais. Ouais, sur le plateau, là, comment ça se fabrique. Enfin, Ouais. Et ouais, c'est le meilleur des trois. Et on a des objectifs aussi sur ouais. la Ouais, partie exactement. plaisir de jeu. Après, peut-être qu'on n'a pas fait la démarche effectivement de se plonger dans le livret pédagogique et d'apprendre Ouais. vraiment comment fonctionnait la cellule. Mais un non-joueur, enfin, pardon, un non-biologiste prend du plaisir à jouer Ouais, à ce jeu-là. c'est un vrai jeu, entre Ouais. guillemets, quoi. C'est vraiment un jeu travaillé. Bon, et tu trouvais que c'était le plus réussi des trois. Donc, Ouais. toi et Benoît et Lucie, vous avez testé Virulence et Covalence. Oui. Je crois que tu as bien aimé Virulence. Bah, c'est comme dit Jérôme, c'est qu'on a joué, mais je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai fait dans le jeu. En fait, j'ai pas gagné de compétences particulières. Je me rappelle à peine, je me rappelle plus du jeu en fait. J'ouvre. Mais c'est un petit jeu de cartes, c'est un petit jeu hein. Par rapport à Cytosis, c'est vraiment des parties de 15-20 minutes, ça va très vite, on peut en faire plusieurs. Alors que Cytosis, ça prend quand même vachement de temps. 1h30, ouais. Ouais. 2 heures. Et c'est juste un jeu de cartes, Virulence, où on va faire des collections de cartes en fait, où on fait des collections de cartes, on fait des points, mais moi j'ai pas vu de lien pédagogique à faire, j'en ai pas vu. Mais Ça manquait de contexte. ouais, et puis je suis pas friand ce genre de jeu de façon de base. Et- Je faisais un peu la tronche. Et par contre, Covalence, j'ai entendu notamment Benoît a beaucoup apprécié, Oui. je crois. Alors Covalence, c'était plus sympathique parce qu'il y a une mécanique où déjà c'est coopératif, c'est vrai que de temps en temps il faut des jeux coopératifs quoi, mince. Parce que Cytosis et puis Virulence, c'est des jeux compétitifs. Et là, on va coopérer, en fait, les joueurs coopèrent, et il y a un rôle particulier d'un joueur qui va essayer de faire deviner les molécules aux autres joueurs, en fait, en leur passant des cartes. Un peu la Mysterium, qui est un jeu préféré. Mais
où on va essayer de leur donner des cartes pour leur faire comprendre la molécule qu'ils doivent construire. Et du coup, là, il y a une certaine compétence de construction de molécules. On va mettre c'est des pions, en fait, on a des molécules, on les fabrique vraiment, on fabrique les molécules devant nous. Donc c'est assez sympa. On a eu beaucoup de mal au début, parce que les règles ont un peu de mal à nous expliquer comment on peut faire deviner les molécules en fait aux joueurs. Et en fait, c'est à la fin du livre, du livret de règles, il y a des aides, il y a là, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et une fois qu'on a lu ça, du coup, on a mieux compris le jeu et on a même fini vraiment le jeu. Benoît était le knower en anglais, parce que le jeu est que en anglais, je crois. Donc celui qui sait, donc celui qui a les molécules, et puis il doit faire deviner les molécules aux autres joueurs. Et on a réussi à terminer le jeu. Voilà, on a tout trouvé nos molécules. C'était assez sympa. Franchement, c'était assez sympa. Et c'est un petit jeu aussi. Hein, c'est 20, là, ils mettent 20-40 minutes sur la boîte. Mais c'est assez, je pense, que c'est pas mal pour comprendre comment les molécules fonctionnent. Parce que sur les cartes, après, ils expliquent quelle est la molécule, etc. Bon, après, voilà, je sais pas. J'ai l'impression que ça permettait quand même bien de remobiliser ses ressources. Oui, J'entendais Lucie c'est qui parlait plutôt de la remobilisation, pas comme cytosis, que vraiment comprendre, apprendre les molécules, apprendre. Ok, donc c'est des bons jeux de vulgarisation scientifique quand on a une base. Et peut-être que, parce que sur Cytosis, quelqu'un qui connaît bien j'ai envie de dire les bébêtes, mais c'est pas des bébêtes, mais qui connaît bien les trucs qui y a à l'intérieur de la cellule, les molécules, j'ai pas l'impression que avec un docteur en microbiologie, j'aurais un adversaire qui serait plus dangereux parce que c'est un jeu compétitif. C'est d'abord sa capacité à gagner, enfin à jouer, à comprendre, planifier, se placer, regarder où sont les points. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Alors que sur Covalence, Covalence, je pense que quelqu'un qui a vraiment des bases, à mon avis, on va vite, ça va aller vite, certainement, pour aller reconstruire la molécule. Parce qu'en plus, on a joué, il y a des cartes faciles et des cartes dures, on a joué qu'avec les cartes faciles. Et dans les cartes faciles, il y a forcément au moins 4 hydrogènes, enfin, il y a ils expliquent au moins 2 carbones. Et dans les cartes difficiles, par contre, là, c'est la fête, quoi. Mais quelqu'un qui vraiment connaît les molécules, et je pense qu'il va vite comprendre la molécule qu'il faut qu'il trouve, etc., je pense. Et donc, c'est ce qui me semblait, moi, par rapport à ce jeu-là. Donc, virulence, c'est vrai, j'ai pas. Mais ici, il me semble qu'on doit pouvoir beaucoup plus facilement bénéficier. Je veux dire, j'ai appris mon cours, où je fais jouer une classe. Si je vois qu'ils sont en difficulté et que voilà, c'est difficile pour eux, voilà. Donc, j'imagine que. Virulent, c'est vraiment un jeu de collection de cartes. C'est pas. Il y a quelques noms de virus sur les cartes, mais il n'y a pas besoin de compétences particulières. Et voilà, c'est. Ok. Est-ce qu'on a des questions dans le public par rapport au jeu? Pas pour l'instant. En tout cas, vous n'hésitez pas, si vous en avez, on peut aussi vous répondre par mail, donc toujours à gaminglab@unicamp.fr, et on mettra aussi les différentes références bibliographiques dans la description du replay. Je crois qu'il y a cytosis et il y a cellulose et génotype qui sont sur le même fonctionnement. C'est la même mécanique de jeu qui a été faite. Et entre la cellulose et le cytosis, il existe une différence que seul un porteur de flamme olympique dans le dernier kilomètre pourra expliquer. Alors justement, puisqu'on va conclure donc ce live, est-ce que Nicolas, Jérôme, est-ce que vous avez réussi à placer le mot que vous deviez placer? Oui. Donc Nicolas, malheureusement, n'a pas réussi à le placer. Alors, tu peux encore réussir éventuellement en disant au revoir, mais... Donc Jérôme, tu as réussi à le placer, très bien. Ouais. Pas de. Alors, est-ce qu'en régie, vous avez deviné les mots que devait placer Moi, je le connais, donc je ne peux rien dire. Le public n'a pas fait de tentative. Je peux vous dire le mot que je devais placer. Est-ce que tu penses savoir ce que Jérôme a dû placer? Non. Est-ce que tu veux révéler? En fait, je viens de voir l'heure derrière toi, je me suis dit, mince, il faut que je dise mon mot. Tout à fait. Donc, c'était la flamme olympique. Ah oui, d'accord. Voilà, il vient de le placer.
Et moi, c'était Matrix, donc j'ai pas placé. T'as pas réussi à passer Matrix, mais alors là, attends, regarde ça, le décor de Non, bah, non, Covalence. non, j'ai pas été. Barrage, on est en plein. J'ai failli barrage. Ouais. mais- Barrage, c'était pas mal. Bon, bah, en tout cas, bravo donc à Benoît et Jérôme qui ont réussi le jeu. Nicolas, ce sera pour une prochaine fois, Ouais, on espère. Ce serait pas la première fois que t'as perdu. Hey, un jeu. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a ici. C'est pas facile tous les jours. Alors nous, on va conclure là-dessus sur cette ambiance déplorable. Ouais. Alors là, on parle beaucoup de jeux analogiques, mais la prochaine session, qui sera donc le 9 novembre, on parlera de jeux vidéo, puisque nous avons fait l'acquisition d'une Xbox. Et donc, on aura plein de La choses dernière. à vous dire. Bah, la première. Donc voilà, on fera une session Avec PS2. spéciale Xbox et ses usages Il y a plein de jeux. pédagogiques. Et on sera en plein bootcamp. Tout à fait, on sera aussi en plein bootcamp. Ah oui, on sera en plein bout. Ouais. Je Ah ouais. On aura beaucoup Ah de choses ouais, à dire. ouais. Ça va être fou là. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, Merci. encore une fois, si vous avez des questions. On se retrouve donc le 9 novembre. Merci à vous trois d'avoir Merci été à toi. Bravo là. Florine. Et puis, Merci à la régie, rest Arthur in et peace, Lucie. Damien. À bientôt, Et David. on salue De Damien. rien, Et, de rien, de rien. et voilà, on vous souhaite bon après-midi à tous et à bientôt.